Merci d'être resté avec nous. Près de 80% des protéines consommées sont aujourd'hui d'origine animale, quand elles étaient à 80% d'origine végétale il y a encore un siècle. Alors la consommation de viande a énormément augmenté en 100 ans, vous le savez, mais aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent. La viande serait mauvaise pour la santé, responsable entre autres de l'épidémie d'obésité et de cancer, en plus d'être mauvaise pour la planète et pour les animaux. Alors, faut-il devenir végétarien ou végétalien pour être en bonne santé? Y a-t-il des risques de carence, en particulier pour les enfants? Est-ce que c'est compliqué de remplacer les protéines animales par des protéines végétales? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Le docteur Marcel Cazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et nutritionniste à Toulouse, et végétarienne, je le précise, mais on y reviendra. Le docteur Arnaud Cocolle, qui n'est pas végétarien, bonjour. Bonjour. Mais néanmoins médecin nutritionniste. Et Aurélia Greff qui est avec nous. Bonjour Aurélia. Bonjour. Alors, chez vous, les questions sur l'alimentation, ça a commencé à l'époque de la vache folle? Oui, voilà, ça à l'époque de la vache folle, où on a vu ces images, enfin il y avait deux choses qui m'ont choquée, c'est ces images de charniers dans lesquelles on voyait les vaches en train d'être, on les éliminait, et c'était aussi la prise de conscience par rapport à la façon dont on les avait élevées. Je me suis dit, mais c'est pas normal, les vaches, elles sont malades parce qu'on leur donne à manger des farines de vache. Il y a un vrai problème dans notre société de production de la viande, donc ça a été là la première prise de conscience. Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas devenue du jour au lendemain végétarienne? Non, je ne suis pas devenue du jour au lendemain, et je pense que chez beaucoup de végétariens, ça a été une étape progressive. Moi, j'ai commencé par arrêter de manger de la vache, tout simplement. Et puis après, j'ai compris que c'était pareil pour les autres animaux. Et en parallèle, je me suis beaucoup renseignée sur les aspects santé, donc nutrition, et puis sur les aspects environnementaux. Et le résultat a été que ma conclusion, c'était que c'était tellement mieux pour les animaux, pour ma santé et pour l'environnement que voilà, j'ai choisi le végétarisme. Est-ce que vous étiez, avant de voir ces images de charniers, un peu prédisposé? Est-ce que vous étiez concerné, intéressé par ces problèmes, un peu Non, en fait, je pense que je suis représentative assez bien de l'ensemble de la population française, c'est-à-dire qu'on nous montre des images d'élevage qui sont des petits animaux dans des fermes, ce qui n'existe quasiment plus. Et je suis d'une famille où tout le monde mangeait de la viande, et en mange encore d'ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment, donc c'est juste le jour où vous avez vu ces images où vous avez dit... C'était une première prise de conscience, et qui s'est fait lentement, parce que ça s'est fait sur plusieurs années, le temps de prendre conscience. Je veux dire, avant de les voir, pas de questions particulières, vous mangez un steak comme tout le monde, sans vous poser de questions. Et vous avez supprimé quoi aujourd'hui de votre alimentation? Alors aujourd'hui, moi je suis végétalienne, donc j'ai supprimé tous les produits d'origine animale. Donc je mange ni viande ni poisson, bien évidemment, mais je ne mange pas de lait et pas d'œufs. D'accord. Et ça a été à chaque fois pour les animaux, pour ma santé et l'environnement. D'accord. Alors, Cora Rose nous dit que les définitions de végétarien, végétalien, frugivore, crudivore sont à revoir. C'est pénible en tant que végétarien d'expliquer. Est-ce qu'on peut juste redéfinir ces différentes pratiques? Le végétarisme, c'est normalement enlever les protéines animales. Alors il y a différentes graduations dans le végétarisme, parce que vous avez les lacto-ovo-végétariens qui vont manger du lait et des œufs, lacto-ovo-pesco-végétariens qui mangent des œufs, du poisson et du lait, voilà, et qui enlèvent que la viande. Et sinon, vous avez le macrobiotique qui mange des aliments non transformés à l'état brut. Vous avez même des végétariens qui vont manger que des baies, des choses comme ça, qui tombent dans le végétalisme, où là, il n'y a que les végétaux. D'accord, végétalisme, c'est uniquement des végétaux. Il n'y a que des végétaux, et là, c'est ce qui devient compliqué, c'est que vous avez ce qu'on appelle des facteurs limitants. C'est-à-dire, par exemple, le blé, il lui manque un acide aminé, la lysine. Donc, vous devez faire des complémentarités, en fait, pour être optimum au point de vue apport acide aminé, pour ne pas avoir de carence protéique. Donc, on doit associer avec des légumineuses qui, elles, ont un facteur limitant, c'est la méthionine. On va voir ça avec Aurélia tout à l'heure. Docteur... Juste, parce qu'il y avait aussi la question, les crudivores, c'est tout manger cru? Oui, alors oui, il y a même des régimes maintenant. Les pommes de terre, oui, il y a le régime rouge aussi. Alors c'est ceux qui aiment bien Twilight et les vampires, alors qui mangent que du rouge. Vous voyez, donc après, non, mais après on tombe aussi, je trouve, dans les extrémismes alimentaires sur lesquels il faut faire très attention. Docteur Cazel, sur le plan de la santé, quel intérêt y a-t-il à devenir végétarien ou végétalien, Emma? Alors, vous êtes vous-même végétarienne? Oui, depuis 10 ans, oui. Prise de conscience Non, ça s'est fait progressivement, mais j'ai d'abord personnellement découvert une intolérance aux produits laitiers, ce qui m'a amené à supprimer déjà les produits laitiers.
d'autres prises de conscience au niveau de la famille avec des personnes atteintes de cancer à un âge très jeune qui m'ont amené à chercher dans la nutrition des réponses. Et mes patients qui avaient des maladies chroniques, essayer de leur trouver des solutions face à une hygiène alimentaire qui était à améliorer. Donc les végétaux sont très très intéressants à tout point de vue, en tout cas pour la détoxication, mais ils sont très riches en vitamines et en oligo-éléments. Ils luttent aussi contre le vieillissement. Et les jeunes femmes ou les femmes qui veulent vieillir moins vite ont tout intérêt à manger végétarien, mais l'alimentation végétarienne peut s'appliquer aussi à tout âge de la vie. De la naissance jusque très tard. Les personnes âgées, d'ailleurs, ont des gros problèmes de mastication et ne mangent plus pratiquement en institution. Tout ce qui est viande, ils ne touchent pas. Alors, ça revient dans les assiettes, donc il faut trouver des alternatives. Mais l'intérêt à manger des végétaux, c'est une chose, mais quel est l'intérêt pour la santé à supprimer tout ce qui est animal? Eh ben, la viande animale, c'est des animaux malades pour moi, déjà. Donc, c'est des animaux à qui on a donné des antibiotiques, des anabolisants de synthèse, du cortisol. Ils sont stressés. C'est des animaux dont la viande contient déjà tous ces dérivés chimiques. Ensuite, les acides gras des viandes sont des oméga-6. Ils sont pro-inflammatoires, pro-athérogènes, c'est-à-dire ils favorisent la formation de caillots dans le sang. Ils sont pro-cancer aussi. Donc, il y a toute une... Ça, c'est quand on en consomme en excès ou si on consomme de manière, ce qui est recommandé Alors, a priori par... Voilà, tout dépend. Chaque individu, quand même, on peut dire que pas un seul individu sur Terre ne digère de la même façon. Et donc, il y a un tel polymorphisme, si on prend une seule enzyme de la détoxication au niveau du foie, qui est le cytochrome P450, il y a 500 gènes qui codent cette enzyme. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde doit être ni végétarien ou manger de la viande. Quand vous citez ces animaux malades, hormones, antibiotiques, etc., stress, vous faites quoi des animaux bio, élevés selon la filière biologique Alors, c'est moins pire. Ça, je suis d'accord. C'est moins pire, mais n'empêche que la teneur quand même en acides gras des 4 pattes, du porc, du bœuf, de l'agneau et du mouton, sont très riches en oméga-6. Et un des problèmes de santé à l'heure actuelle, c'est cette trop grande importance d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Par rapport au régime de l'homme chasseur-cueilleur, qui avait un rapport d'oméga-6, oméga-3 qui était de l'ordre de 5, on en est maintenant à ce rapport à 20. Le risque pour le cœur et les vaisseaux essentiellement. Et oui. Sauf que le chasseur-cueilleur, on ne sait pas trop de quoi il souffrait comme pathologie. Il mourait un peu plus jeune que nous, quand même. Oui, mais bon, ils étaient en grand danger aussi et ils consommaient beaucoup d'énergie. À cause des mammouths, pas à cause Moi, j'en connais pas, ceci dit. Ils consommaient beaucoup d'énergie, ils devaient lutter pour leur nourriture. Et donc, en fait, nous avons pratiquement notre capital génétique digestif, enzymatique, n'a pas changé. On est toujours avec ces mêmes enzymes digestifs. Et ils consommaient 4500 calories et nous, pour une femme, c'est 1800 et un homme 2005. Donc, il y a quand même aussi, il faut aller chercher des aliments qui sont riches nutritionnellement. Des aliments qui ont une densité nutritionnelle et c'est les végétaux. On va en parler, on finit juste sur les dangers, Dr Cocolle. Si on suit, je continue avec mon idée, les recommandations qui sont de tant de viande par semaine, pas dépasser, etc., est-ce qu'il y a un risque pour la santé ou pas à consommer ces substances animales ou pas? Alors, quand on regarde les études épidémiologiques et les études de cohorte qui sont sorties, vous avez des études d'observation sur les adventistes du 7e jour, une étude américaine qui est fréquemment citée dans la presse médicale et qui compare par rapport à des mormons. Alors, les mormons ne sont pas végétariens, tandis que les adventistes du 7e jour, il y a une population qui est végétarienne. Et on note un moindre taux de maladies coronariennes, de maladies cancéreuses, de diabète chez les adventistes du 7e jour végétariens. Donc c'est vrai qu'il y a un lien net entre notre alimentation qui est riche en acides gras saturés dans les produits carnés. Également, je dirais, il y a un mode de vie aussi qui est un petit peu perturbé chez les gens qui sont plutôt carnés. C'est-à-dire ils font peut-être moins gaffe aussi. On va trouver des fumeurs, on va trouver des gens qui mangent peut-être moins de fruits et de légumes. Mais alors, comment on explique que le régime crétois, qui est pauvre en viande certes, mais très riche en poissons et notamment en poissons gras, lui fasse vivre plus longtemps? Oui, alors le régime, il y a aussi les poissons. Alors, chère Marina, je vous annonce la mort du régime crétois parce qu'il n'existe plus depuis les années 50. En fait, oui, parce oui, tel qu'on l'appelait. Vous parlez autrement à Marina. Non. Vous voyez de quoi je voulais parler. Marina, ne répondez pas. Mais si, parce que quand même, pour nos téléspectateurs, c'est important. Le poisson, l'huile d'olive et les légumes, ça reste quand même quelque chose de recommandé. Ce dont parlait ma consoeur, c'est effectivement le rapport avec les oméga-3, les fameux oméga-3. Donc le régime crétois, il y avait beaucoup de pourpiers, par exemple, et en Crète,
bête, en fait, il y a cette plante qui pousse facilement. Et les gastéropodes mangent du pourpier et les poules mangent les gastéropodes et les humains mangent les poules. Donc, résultat, on a des œufs enrichis naturellement en oméga 3, ce qu'on retrouve sur le marché. Et c'était un rapport, effectivement, qui était plus propice à la santé, c'est-à-dire à diminuer l'inflammation et à lutter contre l'oxydation de notre corps. Aurélia, vous avez des enfants, non? Non. Alors, regardez, parce que la question va se poser. Je n'ai pas dit le problème. Oui. Pour les parents qui sont végétariens, la question de l'alimentation des enfants, en effet, est souvent problématique. On s'inquiète de leur croissance et de carences éventuelles, qui seraient le résultat d'une alimentation sans protéines animales. Guillaume Morinet et Claude Pavellec ont rencontré une famille végétarienne avec 2 enfants de 7 et 10 ans. À table! Bonjour. C'est l'heure du petit déjeuner pour Sten et Noriana. Vous pouvez vous asseoir. Au menu, pas de lait ni de beurre, mais des fruits et du pain complet. La famille est devenue végétarienne il y a 5 ans, par respect des animaux et par conviction écologique. Vous avez déjà mangé de la viande tous les deux? Oui. Il y a longtemps? Oui. Oui, il y a à peu près 5 ans. Qu'est-ce que tu as mangé il y a 5 ans? Du poulet, du saucisson. T'aimais pas la viande? Si, un petit peu. Et alors du coup, ça te manque aujourd'hui la viande ou pas? Non? Pourquoi non? Parce que je préfère être végétarienne. Les enfants ont une alimentation variée, donc ça couvre largement leurs besoins. Ils sont en bonne santé. La dernière visite médicale a eu lieu à l'école. La courbe de poids est parfaite. Les tailles aussi, donc pas de carence. Non. Chaque semaine, les enfants prennent une ampoule de vitamine B12. Et pour les garder en bonne santé, leur mère compte principalement sur les repas équilibrés qu'elle leur prépare. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans notre frigo. Donc, une boisson au soja qui peut remplacer le lait pour préparer donc des pâtisseries végétaliennes. Végétalienne, c'est-à-dire sans œufs et sans lait. On a également de la purée de cajou. Elle peut se consommer sur des tartines, en pâtisserie également. C'est très riche en calcium. Nous avons également dans notre frigo des graines que nous faisons germer. Alors là, il y a des lentilles et du soja. On peut le consommer en le mélangeant dans une salade composée. Ça a beaucoup de goût. Et du coup, le fait que la graine soit germée, ça démultiplie les nutriments. Un régime alimentaire qui satisfait tout le monde, même Vivien le père, qui malgré son travail de charpentier, ne ressent plus comme le reste de sa famille le besoin de manger de la viande. En France, on a toujours la viande et puis on va voir ce qu'on va faire à côté. Et on a été élevé comme ça. Quand on n'avait pas notre bistec dans l'assiette, on avait l'impression de ne pas manger. Hein. Moi, j'ai quand même un métier assez physique. Voilà. Hein. Je travaille à -20 en plein hiver. Ouais. Et je ne pense pas avoir des carences. Oui, on s'est même demandé pourquoi on n'a pas été végétarien plus tôt. Hein. Ça a été vraiment au niveau santé. On n'est jamais malade, ni les enfants, en fait, finalement. On n'est jamais malade. Ça va, ça vous plaît? Oui, c'est super bon. Et pour le déjeuner, tagine de légumes avec des courgettes, carottes et pois chiches. Un repas complet pour ces 2 enfants qui, eux, sont bien obligés de manger des légumes. Aurélia, en regardant ce reportage, on a l'impression qu'il faut pas mal de temps pour préparer un repas végétarien. Il faut faire pousser des graines dans le frigo. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. On a l'impression que c'est moins rapide que ce qu'on peut faire nous en faisant cuire des pâtes, en faisant une omelette. Alors, c'est pas vrai. Par contre, ça dépend de vos habitudes alimentaires. Vous ne parlez pas comme ça non plus. Désolée, vous dites quelque chose de faux. Non, je pose une question. Je pose une question, je n'ai rien affirmé. C'est pas le cas, en tout cas. En fait, ça dépend aussi de vos... Ça dépend beaucoup de vos habitudes alimentaires. Si vous avez l'habitude de manger des choses toutes préparées quand vous prenez des produits d'origine animale, vous pouvez également trouver dans le commerce. Maintenant, il y a plein de galettes de céréales toutes prêtes. Les graines germées, vous pouvez les acheter toutes faites. Enfin, ça revient un peu au même. Mais ça demande à réfléchir plus ou pas? C'est un changement d'habitude. C'est vrai que c'est un changement d'habitude. On est habitué dans notre société, comme c'était assez bien dit dans le reportage, à faire tout tourner autour de la viande. On met de la viande et puis on n'accorde pas d'importance à ce qu'on met autour. Là, c'est vraiment un changement d'habitude alimentaire où ce qu'on met dans l'assiette reprend de l'importance. C'est pas des accompagnements. C'est vraiment ce que l'on mange et donc on va changer. On va manger d'ailleurs plus varié la plupart du temps. Moi, je mange beaucoup plus varié qu'avant.
Parce qu'avant, je connaissais que le riz et le blé. Voilà, j'étais un peu pauvre en céréales. Maintenant, j'ai découvert qu'il y en avait plein d'autres. Il y a plus de légumes variés aussi. Et les légumes aussi. Et pareil, au niveau des légumineuses, en France, on n'en mange quasiment pas. Tous ceux qui ont mangé éventuellement un peu de lentilles de temps en temps. Donc, c'est changer ses habitudes alimentaires et découvrir de nouvelles façons aussi de les cuisiner et de les avoir. J'ai compris votre réticence par rapport à l'abattage des animaux. J'ai un peu plus de mal avec le lait. Vous avez peur qu'on fasse mal aux vaches en les trayant ou c'est... Alors, peut-être que vous, en tant qu'homme, vous devriez savoir dans cette émission, pour avoir du lait... Vous m'avez fait peur, là. Il faut avoir quand même des petits. Donc la vache, en fait, la vache, elle marche pareil. Il faut qu'elle ait un veau pour avoir du lait. Et donc, il faut lui tuer son veau pour pouvoir lui prendre son lait. Donc c'est un peu le même principe. Et sachant que sur le lait, moi je me suis aussi beaucoup renseignée sur l'aspect santé et je me suis effectivement arrivée à la conclusion qu'un mammifère à l'âge adulte n'a pas à boire du lait d'une autre espèce. Toutes les études que j'ai pu lire arrivent un peu à cette conclusion que l'homme n'a pas besoin de boire de lait de vache pour être en pleine forme. Et pour les œufs, ça fait mal à la poule aussi? Pareil, là, c'est encore que les femelles qui font tout le boulot, donc c'est féministe en fait. C'est vrai dans tous les règnes, ça. Ça vous embête parce que c'est chez les vaches forcément des femelles et chez les poules forcément des femelles aussi. Oui, d'accord. À la naissance, on est obligé de tuer tous les poussins mâles, on les gaze ou on les broie vivants parce que voilà, on n'a pas besoin des poussins mâles. Je dirais que c'est compliqué pour le lait de vache, par exemple, parce que vous avez des études qui montrent le lien inverse entre la consommation de lait de vache et le cancer du côlon, et le cancer du sein également. Donc c'est très compliqué, en fait, parce qu'arriver après à des dogmes, il faut se méfier de toutes les attitudes dogmatiques. Donc je pense qu'il faut être tolérant sur les attitudes, mais il ne faut surtout pas pousser les gens et faire les théories du complot en disant attention, le lait est danger, là actuellement on parle des OGM actuellement, les gens ils sont complètement perdus actuellement et on arrive dans une cacophonie nutritionnelle qui fait qu'on arrive après à des dictates minceurs, c'est-à-dire qu'il y a des amaigrisseurs qui nous voient en poupe après, qui font tout et n'importe quoi et qui détruisent nos patients. Donc il faut vraiment dire aux patients... Vous avez des noms ? Oui, Ducamp, Pierre Ducamp, par exemple, je le dis. Autant que ça vous le disiez. Oui. Concernant le lait, on vous proposera dans peu de temps une enquête de santé entière consacrée au lait. Donc on va effectivement revenir sur tout ça. Je peux intervenir sur le lait, là, parce que le lait de vache, écoutez, il n'y a rien de bon dedans, sauf l'eau qui sert à diluer. Mais les protéines sont complètement inadaptées à en dehors du lactosérum qui est à part. Mais les protéines sont très riches en caséine. Nous n'avons pas les enzymes pour digérer cette protéine-là. C'est une protéine de lourd poids moléculaire. Voilà. Ensuite, les acides gras, ils sont saturés. Donc, aucun intérêt pour la santé. Le calcium, ok, il y en a dedans, mais il y a aussi beaucoup de phosphore. Et la balance calcium-phosphore, elle est déficitaire pour le calcium. C'est le phosphore qui, lui, est décalcifiant. Et ensuite, c'est un produit acide. Donc, pour l'ostéoporose, par exemple, et là, les études de grande cohorte démontrent que plus on consomme des produits laitiers, plus on a de l'ostéoporose, ce qui paraît paradoxal tout de même. Justement, on reviendra sur tout ça effectivement dans notre enquête de santé sur le lait, mais il faudrait continuer sur les régimes. Leur demande s'il y a et quelles sont les carences de ce type de régime alimentaire. Déjà, est-ce qu'il faut différencier végétarien et végétalien pour les carences ou pas? Oui. Le régime végétalien nécessite d'une supplémentation en B12, oui. Ça c'est systématique. Voilà. Ensuite, végétarien, comme l'a dit mon confrère, tout dépend effectivement si c'est strict. Voilà. Ensuite, on a compris dans la viande, le poisson, les produits laitiers. Voilà. Les œufs, ce sont des œufs riches en oméga 3 avec le sigle, par exemple, bleu blanc cœur qui est vraiment est un label de qualité, on va dire, où ce sont des œufs. Là, c'est intéressant. Si la personne aime les œufs et si ça lui convient. Mais on peut trouver la B12 ou les folates ailleurs aussi. Vous conseillez souvent à vos patients de se mettre à ce régime pour leur santé. Est-ce que vous leur conseillez un végétarisme strict ou un végétarisme adapté? Je sais pas si ça s'appelle adapté. Mais je vais répondre, ça dépend. Ouais. Ça dépend de ce que la personne est prête aussi à mettre en œuvre. Non, pour sa santé. Et pour sa santé, je ne vais jamais imposer. De toute façon, le patient est acteur de sa santé. S'il veut bien, il peut déjà, je commence de toute façon de manière très progressive. On ne peut pas tout supprimer. Vous commencez par la viande? Ça n'a pas de sens. Ça dépend de son bilan biologique. Il n'y a pas de règles dans la matière. Une remarque avant un sujet. Oui, pour les carences, c'est le problème du fer. L'absorption du fer, en fait, d'origine animale est mieux assimilée que le fer végétal. Donc, si vous êtes végétarien, dans ce cas-là, il faut absolument que vous consommiez une dose importante de vitamine C, que vous retrouvez dans les fruits, d'ailleurs. Vitamine C qui vous permettra de mieux assimiler le fer, ce qu'on appelle non héminique. D'accord. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que végétarien et végétalien, on consomme aussi beaucoup de fruits et légumes, beaucoup plus que la moyenne, et on consomme en général des céréales complètes, des légumineuses. Donc en fait, on retrouve ces vitamines-là. Et les mangeurs de viande sont
aussi carencés en fer la plupart du temps, hein, parce qu'il y a des états inflammatoires qui font que le fer ne va pas où il devrait aller. On va voir qu'être un grand sportif et être végétarien, ça n'est pas incompatible. Guillaume Morinet et Claude Pavelec ont suivi un coureur de longue distance. Il ne mange que des légumes, ce qui ne l'empêche pas de réaliser de très bonnes performances. Regardez ce reportage. Régis a 43 ans. Il ne mange aucune protéine animale, ce qui ne l'empêche pas de parcourir 140 km par semaine. Régulièrement, il participe à des courses extrêmes où il court plus de 100 km pendant plus d'une semaine. Mais quand on est sur une compétition où on doit aligner des kilomètres et des kilomètres, au bout d'un moment, forcément, une fatigue s'installe. Alors déjà, on a le mental qui peut lâcher à certains moments. Hein. Vous êtes bien, vous êtes parfait, et puis peut-être un problème d'alimentation, un défaut de sucre ou autre. Eh bien, vous avez le mental qui commence à vouloir lâcher un petit peu. Et pour tenir le choc, Régis a un truc, les légumes. Il y a 6 ans, il est devenu végétarien. Et depuis 2 ans, il est végétalien. Plus de poissons et plus de produits laitiers. Pour préparer sa prochaine course de 24 heures, il a décidé d'aller encore plus loin. Je suis passé frugivore. J'ai donc supprimé tout ce qui est cuit pour n'absorber que des fruits et des légumes crus. Aussi bien les fruits que les légumes, lorsqu'ils sont consommés crus, eh bien, apportent non seulement les vitamines, mais en plus ça détoxine l'organisme. Comme il ne mange que cru, il a dit adieu à tous les féculents, ni riz ni pâtes. Et durant les courses, il n'emporte aucune boisson énergisante, bien connue des coureurs de fond. Sur mes entraînements, mon énergie de base, c'est la banane. Donc c'est le produit facile à transporter. Hein. Quand on voit comment c'est fait, eh bien, ça, dans une ceinture de course à pied, il m'est arrivé sur une journée d'en manger 19. Et même chez lui, Régis consomme énormément de fruits à tous les repas. Selon lui, son régime est adapté aux efforts qu'il fournit. Dans la famille, c'était oui, tu verras, d'ici peu de temps, tu auras des carences et autres. Il y a quelque temps, j'ai fait un check-up complet pour savoir si vraiment le corps est apte à supporter ce genre de choses. Là, il n'y a aucun souci. Le bilan est nickel. Voilà, je suis au top, donc je peux repartir parfaitement bien. Plus j'avance, mieux je me sens. J'ai 43 ans aujourd'hui et dans mes souvenirs, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et depuis qu'il est végétarien, ce n'est pas la viande qu'il regrette. La seule chose qui m'a manqué au départ, c'est les oursons chocolat guimauve. C'est tout bête, mais c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais petit. Et le fait de le supprimer, ça a été la seule chose. Pendant les périodes d'entraînement, Régis s'autorise 3 repas crus comme celui-ci. Le reste de l'année, il revient à son régime végétalien habituel. Juste pour revenir sur ce dont il parlait, le fait de manger uniquement des légumes et des fruits crus pour détoxiner le corps, c'est une réalité ou pas ? Alors il y a des fibres, ça va agir sur le côlon, sur le transit, donc est-ce que ça va détoxifier, ça peut participer. Si on les cuit et qu'on les hache pas, les fibres elles sont là quand même. Oui. Je suis un peu plus dubitatif, moi, parce que je prône plutôt une alimentation variée, omnivore. Donc, je peux comprendre le positionnement des végétariens, mais là, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on tombe un peu dans le végétalisme. Là. Oui, justement, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est parce que vous vous sentez attaqué régulièrement ou moqué, mais qu'on tombe dans une sorte de communauté des végétariens, de communauté des végétaliens, des fructivores, tout ça, et que vous avez besoin, enfin à chaque fois qu'on voit quelqu'un, on a l'impression que c'est autour de lui du prosélytisme. C'est ce que vous faites un peu avec vos patients d'ailleurs. Vous essayez de convaincre vos patients que finalement le végétarisme c'est bon pour la santé. Ça dépend des circonstances, mais c'est vrai que moi j'utilise le végétarisme pour des périodes de détoxication, un accompagnement des chimiothérapies par exemple. J'ai vraiment observé que les patients reprenaient plus vite au niveau de l'asthénie, au niveau de... Est-ce que vous voyez des patients végétariens plus qu'un autre médecin parce qu'il y a une sorte de communauté? Non, pas forcément. Je suis allopathe aussi et donc j'ai des patients vraiment de tous bords. Je n'essaie pas de convaincre qu'ils deviennent végétariens. S'ils sont en bonne santé et s'ils sont contents de ce qu'ils mangent, il n'y a aucun souci. Et s'ils mangent de la viande, bienvenue. S'ils sont heureux d'avoir des microbes aussi dans leur intestin. Enfin, si vous leur parlez comme ça. De toute façon, on en a tous des microbes dans l'intestin. Oui, si ça vous dérange pas d'avoir trop de cholestérol, d'avoir les artères pourries et d'avoir des microbes dans vos intestins, continuez à manger comme ça. Si vous parlez comme ça à vos patients, ils vont passer au végétarisme. Mais je vais leur parler de leur flore intestinale. On a quand même 1 million de milliards de bactéries dans notre intestin, 10 fois plus que le nombre total de nos cellules.
Ces bactéries vivent en parfait équilibre en fonction, et les végétaux sont très intéressants puisqu'ils amènent des fibres, des fructo-oligosaccharides qui les nourrissent. Et c'est grâce à ces bonnes bactéries et aux fibres des végétaux que les vitamines sont absorbées. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très intéressant. Et ensuite, les excès de protéines, comment ils sont préjudiciables? Je parle bien des excès de protéines animales. Ils sont préjudiciables à la santé parce qu'ils vont nourrir les mauvaises bactéries de notre côlon. Dans notre côlon gauche, on a des bactéries tueuses. On a le bacille de la peste, de la typhoïde, le bacille de la gangrène, le clostridium, le pyocyanite. Donc des méchantes bêtes. Tout ça à gauche. Tout ça à gauche, oui, dans le côlon gauche préférentiellement. Il n'y a aucune connotation. C'est anatomique. Ouais. Et donc quelqu'un qui va mal mastiquer, qui va manger de la viande et puis un monoaliment avec des frites, ben c'est catastrophique pour lui. Parce qu'il va nourrir son ennemi intérieur, il va s'étonner d'avoir le ventre qui ballonne, il va s'étonner d'avoir tout un tas de désagréments, une digestion qui va être lourde, et il ne sera pas en forme. Mais il se prépare effectivement des ennuis. Moi, je dirais que la conclusion. L'un des avantages qu'on a vu dans le reportage sur le sportif, c'est que par contre, il mastique ce qu'on disait actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tendance à faire des grosses bouchées, et il y a le problème, c'est qu'un Français sur deux, passé l'âge de 50 ans, il lui manque au moins une dent. Donc l'état dentaire, quand même, est assez déplorable, ce qui incite derrière certaines personnes à modifier leur alimentation. Bien mastiquer, on le répète régulièrement dans cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à vous. Demain, dans Allo Docteur, on parlera de la maltraitance des personnes âgées. Et on vous rappelle qu'on est en direct avec vous ce soir dès 20h35. Oui, on va parler ostéopathie, chiropraxie, kiné, enfin tous ceux qui vous manipulent le squelette, et on va voir qui fait quoi et en qui on peut avoir confiance. Et tout à l'heure, en prime time sur France 5. Et en direct, évidemment. Et toujours en direct, j'allais le dire, vous me l'avez enlevé de la bouche. J'adore ça, à tout à l'heure. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.